Bonjour les scénaristes. On va faire aujourd'hui, probablement divisé en deux capsules, donc pour vous aider, euh, non seulement vous aider, mais vous permettre de préparer le premier exercice dans le cours, qui est celui de la présentation ou du pitch. Donc, si vous avez, un peu comme je vous le recommandais, euh, regardez les capsules sur l'idéation, donc comment développer, travailler son idée, vous avez pu vous rendre jusqu'à un point X. Jusqu'à présent, vous pourrez peut-être le faire à partir de maintenant si vos responsabilités ou vos autres cours vous empêchez de travailler votre, votre idée, votre projet jusqu'à présent. Mais dans les vidéos que je vais produire aujourd'hui, on va regarder en fait, qu'est-ce que c'est l'exercice de la présentation ou du pitch depuis une réalité d'industrie. Donc, à bien des égards, hein, si vous vous rappelez qu'on a parlé au premier cours, dans la présentation du syllabus, euh, si on veut, comme je le proposais, se livrer un peu à du jeu de rôle carrément. Si on veut simuler une vraie présentation en pitch, on va devoir d'abord comprendre un peu comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Donc, ce que je me propose de faire aujourd'hui, probablement en deux temps, c'est vous parler de comment ça fonctionne, un pitch de certains principes de base à respecter et ensuite de comment adapter dans un deuxième temps le pitch au format que vous aurez choisi. Donc, je donnerai des trucs ou des conseils plutôt ciblés en fonction d'un format particulier. Si vous êtes plus dans le court-métrage, on parlera des critères ou des catégories ou des attentes liées particulièrement à un contexte d'industrie cinématographique. Et si vous êtes plutôt dans l'épisode d'attente liée au monde de la télévision. Donc, partant de là, on peut déjà se dire, donc, le pitch qui est toujours, pour moi, une question de préparation. Quand on travaille dans l'industrie du cinéma et ou de la télévision, quand on développe des projets, il faut être d'une certaine façon toujours prêt. Donc, il y a un exercice sur lequel je vais revenir probablement plus tard, mais dont je parle maintenant, qui est celui du pitch d'ascenseur, qui révèle beaucoup, euh, en dit beaucoup sur cette exigence d'être toujours prêt là. Quand on parle de pitch d'ascenseur dans l'industrie, on parle dans le fond du fait que très souvent, euh, on va croiser des gens dans un ascenseur est un bon exemple, donc dans des événements où tout à coup on a une petite fenêtre de temps dans l'attention de quelqu'un qui est en poste décisionnel, par exemple, quelqu'un qui est producteur, quelqu'un qui est diffuseur, etc., qui vont nous demander sur quoi tu travailles ces temps-ci, as-tu quelque chose? Et il faut avoir son pitch d'ascenseur. Et donc, c'est devenu un terme d'industrie pour définir vraiment son pitch d'un mot, comment on arrive à une idée comme tel, comment on arrive à vraiment vendre littéralement son idée ou à la présenter, en tout cas efficacement, euh, de manière très, très concise, de manière très, très efficace. Et donc, ce que je veux qu'on regarde, le conseil peut-être le plus important que je vais vous donner aujourd'hui, de mon point de vue en tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très subjectif euh, là-dedans. Hein. Il y a pas, c'est un exercice qu'on doit s'approprier. Il n'y a pas de façon de faire absolue, validée, attestée, mais on peut se donner des repères. Donc, le premier repère pour moi, très, très important que je veux qu'on regarde, moi, personnellement,
Il me vient d'un background avant mes études, avant de travailler. J'ai travaillé un certain temps en publicité et ça m'a beaucoup aidé dans ma capacité à pitcher des projets, à présenter des projets par la suite, des projets de scénarisation. Et donc, le conseil qui me vient de la publicité à bien des égards, c'est vraiment toujours de présenter, quand on présente son projet, de présenter un concept. Beaucoup plus un concept qu'une idée, beaucoup plus un concept qu'une histoire, d'être vraiment prêt à donner un aperçu de ce concept. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, on peut regarder en étant bien, bien définitionnel un instant. Donc, si on passe par un exemple, par exemple, pour essayer de comprendre comment la notion de concept est mobilisée, utilisée par la publicité, la première chose que je dirais, c'est qu'en publicité, qu'on travaille en publicité, très, très souvent, on va nous demander, la commande venant d'un client va être l'énoncé d'un problème, un désir particulier que, en tant que publicitaire, qu'annonceur, on va avoir à combler, à tenter de satisfaire. Donc là, si je donne un exemple concret, je vais revenir sur... C'est un pitch que je n'ai jamais fait, mais que j'ai toujours eu en tête à l'époque. Je pense qu'il est plus bon aujourd'hui, mais ça va faire un bon exemple. Donc, à l'époque, par exemple, j'avais eu ça en tête. Donc, pensons un cas typique, donc si je prends cet exemple-là, un cas typique de concept à élaborer en publicité, ça serait, je pensais à l'époque, disons que vous êtes publicitaire et une compagnie de bière vient vous voir. Bon, je vais le faire précisément. À l'époque, c'est ce que j'avais en tête comme pitch. Donc, disons que Molson X, hein, donc la bière Molson Export, vient vous voir et vous dit, bon, nous, on a une situation. C'est-à-dire, on est une bière populaire de grande brasserie depuis longtemps établi. Bon, comment dire, le Canadien, on a de la visibilité, ça va. On vend par caisse de 54 au Costco, ça vend. Mais évidemment, on a un petit problème ou une petite angoisse en ce moment en tant que compagnie, c'est qu'évidemment, la plus jeune génération boit plus. Bon, le goût pour la bière s'est beaucoup développé. Donc, on a l'impression, même si en ce moment, on n'a pas encore perdu de part de marché, que ça risque d'arriver parce que nos buveurs traditionnels, notre clientèle traditionnelle ne rajeunit pas. Et pour la nouvelle génération, un peu plus, de plus en plus, microbrasserie, IPA et compagnie, Molson X, c'est pas un brand, c'est pas une marque très, très sexy. Hein? Donc, on a peur qu'au fil du temps, même si le problème n'est pas là, que le problème finisse par surgir. T'sais, donc, quand vous travaillez en publicité, c'est typiquement ça qu'on vous demande. Quelqu'un arrive, puis on a ce désir-là comme client. On voudrait que vous fassiez une campagne, que vous trouviez un slogan, une façon de positionnement, des visuels qui viendraient essayer de pallier ou d'adresser cette situation-là. Donc, vous voyez, il y a ce problème-là, il y a ce désir-là. Et comme publicitaire, on va vraiment répondre de façon à l'adresser, à essayer de combler ça. Et c'est là qu'on va travailler littéralement dans le concept au sens publicitaire. Donc, le concept va être cette idée qui va venir répondre à ce problème-là, qui va venir fournir une façon d'adresser, de dépasser ou en tout cas d'essayer de corriger ou d'adresser cette situation-là. Donc, à l'époque, moi, je reste dans l'idée que j'avais à l'époque, par exemple, si j'avais été j'avais eu ce compte-là, j'ai jamais eu ce compte-là, mais si j'avais eu un compte de cette nature-là, qu'est-ce qu'on va faire comme publicitaire? Bon, on va essayer d'adresser ces besoins-là, de les décomposer et d'aller présenter en fonction de ça. Donc, mon idée à l'époque, par exemple, pour une campagne de cet ordre-là,
C'était une idée que j'avais eue. Je me rappelle, j'avais eu l'idée à la pêche avec mon père, par exemple, où on avait toujours un règlement dans la chaloupe qui consistait à ne pas avoir le droit de déboucher une première bière quand on était à la pêche tant qu'on n'avait pas pris une première truite. Donc, j'avais comme cette image-là. Et nous, la Molsonex, c'était notre bière de chaloupe, par exemple. Donc, il y avait toujours cette scène-là que je disais, ça ferait une bonne pub, là, papa puis fils dans la chaloupe, quelqu'un qui sort une truite puis qui prennent une bière. Je pense que c'est carrément mon père qui avait l'idée, faisait toujours la blague à des serveuses. C'était sa bière de taverne, c'était sa bière de brasserie, la Molsonex, de dire, donne-moi donc une excellente Molson. Puis là, une Molson X. Donc, moi, je brassais cette idée-là et je me disais, là, peut-être que je l'aurais. Le concept, c'est que déjà, il y avait une question de positionnement. C'est vrai qu'on peut dire, bon, la solution à votre problème, c'est pas bien sûr de vous mettre à faire Molsonex IPA à la framboise, c'est pas vraiment c'est pas votre chip, vous voulez pas changer le produit. Et de toute façon, vous n'avez pas à le faire. Donc, la première chose que j'aurais dit, c'est on va essayer de jouer sur un côté vintage, de changer l'image du produit, mais on n'a pas à changer le produit lui-même parce que, bon, les mêmes jeunes avec lesquels vous paniquez qui boivent de la IPA ou de la Oval, ben, je veux dire, sur le party, ils boivent de la Pabst. Ça fait que, c'est pas parce que votre bière n'est pas bonne qu'elle ne peut pas se vendre. Bon, on a tous des moments où on boit de la bière pas extraordinaire. Donc, oublions ça, puis allons-y sur le positionnement. Et la campagne que j'avais rêvée à l'époque, le concept que j'avais imaginé à l'époque, c'est vraiment celui-là, de jouer, d'arriver avec un slogan, par exemple, qui serait qu'est-ce que je me disais dans la chaloupe? Oui, c'est ça. Notre slogan, ça aurait été comme première pub, hein, père le fils dans la chaloupe, on sort une truite, puis tout à coup, les deux gars se débouchent une bière et on entend comme toutes les raisons sont bonnes de prendre une excellente Molson. Puis là, paf! Et là, tu en fais plein comme ça. Sur le mode, on finit une job, dans la cour arrière, on est au hockey, bon, etc. Dans des situations très, très typées. Par exemple, toujours avec le même slogan. Et bon, c'était mon concept à l'époque. On ramène un vernis, qui est déjà un hommage à une vieille campagne que Molson avait, la vieille campagne. Les plus vieux parmi vous s'en rappelleront, Molson Salut les vrais, par exemple. Donc, on amène cette twist-là un peu vintage comme ça, un peu, relation familiale, tout ça. Et tout à coup, bon, un peu avec l'ironie, tout ça, on donne un petit vernis très, très bon, qui pouvait être à la mode. Ça marcherait peut-être probablement moins aujourd'hui, mais bon, quand j'y pensais, il y a peut-être une dizaine d'années, qui serait un peu en mode néo-trad, un peu chalet. On amène le côté, on valorise ce côté-là très, très vintage de cette bière-là et finalement, on lui donne. On essaie de lui réinjecter un côté un peu cool comme ça, un côté plus jeune et de ramener peut-être une génération vers ça. Donc, voyez ce que je faisais, ce que je fais avec ça. Donc, adresser un peu la tradition de la compagnie, adresser son besoin et développer mon idée en fonction de ça. Donc, mon concept, il adressait comme ça un problème et présentait une idée en conséquence. C'est ça, en termes publicitaires, un concept. Vous voyez, il y a toujours quelque chose de très marqué. Je disais, ça marcherait moins aujourd'hui. Probablement, pour moi, je ne l'essayerais pas. Même s'il y a une agence de pub, je regardais ça tout à l'heure, qui ont ramené justement Molson Salut les vrais en mode traditionnel récemment. Mon concept à moi, toutes les raisons sont bonnes de boire une excellente Molson en mode, je trouve en 2021, je vous laisse 2 secondes pour y penser, ce serait quoi le problème? Oui, si vous avez répondu, il est un peu genré, par exemple. Ça pourrait être un genre de... Un problème, me semble, c'était plus 2010, mon concept. C'était dans le temps que je l'avais eu. Aujourd'hui, il y aurait peut-être un côté un peu trop mononcle, ce qui
d'effraie un peu l'efficacité du concept. C'est pour ça que je le prends comme exemple. Je ne pense pas faire d'argent avec, finalement. Mais bon, ça nous donne déjà cette idée de ce qu'est un concept, de comment on construit un concept euh, en termes publicitaires. Et donc, quand je vous dis que moi, ça m'a toujours servi en tant que scénariste, quand même, la connaissance, d'avoir de l'expérience dans cette façon-là de travailler des concepts et de les présenter, c'est que, bon, on peut dire en bien des étapes, à bien des égards, que ça donne un angle particulier à partir duquel présenter ces projets cinématographiques ou télévisuels. Vous savez déjà, pour moi, c'est une force, c'est-à-dire qu'on a des projets, quand on y croit, quand on les développe, surtout dans une industrie bon, qui admet, par exemple, le cinéma indépendant, qui est dans le cinéma indépendant, qui est bon, qui est dans un petit marché comme le Québec, je trouve que c'est intéressant comme créateur d'avoir cette corde-là à son arc, d'être capable de présenter et défendre adéquatement ses projets, efficacement, plus qu'adéquatement, je le dirais. Euh, dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Hein, vous voyez, moi, bon, je ne veux pas faire de la vantardise, là, en général. Je suis bon en pitch. On me dit, en tout cas, que je suis, que je suis efficace en pitch, et je pense que ça vient en grande partie de ce background-là. Et il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont tellement pas bons en pitch que leurs producteurs souvent les amènent même pas ou vont choisir de pitcher à leur place. Mais donc, comme je le disais, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'ajouter ces cordes à notre arc-là et d'être capable d'être impliqué à toutes les étapes de la production et oui, de la production et de la diffusion en tant que scénariste. Je trouve que c'est important de comprendre cet exercice-là, de développer ça. Donc là, pour moi, où il n'y a pas nécessairement un tour de passe-passe, mais où il y a un bon truc, et à chaque fois que je l'ai donné à des gens, ben, c'est le truc que j'utilise moi-même, et à chaque fois que je l'ai donné à des gens de l'industrie, ça les a beaucoup aidés, c'est justement d'approcher le pitch d'une idée de film, d'une idée de série, exactement comme on approcherait un pitch publicitaire. Et ça implique un petit tour de passe-passe, c'est là où je disais, parce que la différence, finalement, bon, je devance un peu sur les spécificités que j'aborderai tout à l'heure des industries, mais quand on pitch, de toute façon, c'est commun. Donc, qu'on pitch pour un film, qu'on pitch devant des organismes subventionnaires, devant un producteur, ou qu'on pitch pour la télévision, bien entendu, la grosse différence par rapport à la pub, à un contexte publicitaire, justement, c'est que personne ne nous a rien demandé. Ou à peu près. Donc, il y a des contextes, ou des fois, il y a des contextes de commande en télévision, mais ça, j'y reviendrai, par exemple. Ouais, des contextes de commande ou d'adaptation, par exemple. Mais c'est ça, donc j'y reviendrai à ça. Mais globalement, quand on va présenter une idée de film, une idée de série, c'est une idée que nous avons eue et qu'on veut aller vendre. Vous voyez pour moi la différence, c'est-à-dire personne nous a énoncé un problème, mais nous avons une idée. Donc, on ne répond pas à un besoin, on ne répond pas à une commande, mais le truc, pour moi, c'est de faire comme si. Et donc, c'est d'identifier un besoin d'une certaine façon qui est propre à notre culture, à notre état du temps, à notre esprit du temps, à un état de l'industrie, par exemple, et de pitcher en fonction de cette espèce de problème imaginaire-là. Donc, je vais donner un exemple aussi par rapport à ça pour l'illustrer. J'y arrive tout de suite, là, mais ce que je veux dire, donc, c'est essentiellement ça. Donc, même si personne ne nous a rien demandé, on va aller présenter un concept, donc, qui va être une façon de prendre le projet, notre idée de récit comme tel, et
de l'articuler de façon à ce qui se présente adéquatement, non seulement dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il montre, mais dans ce qu'on veut dire, dans notre propos, etc., etc., etc. Donc, je vais donner mon exemple, on comprendra mieux. Donc, avant d'en venir là, je pense que le premier principe qu'il faut comprendre, bon, c'est toujours celui du besoin, et donc qui vient avec l'idée de l'argent, hein? Donc des finances, des moyens qu'on veut se donner. Et donc, toujours, bien sûr, quand on pitch, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander de l'argent. On va demander de l'argent pour être capable de mettre au monde, de matérialiser notre idée. Et donc, si on voit un éventuel diffuseur, un éventuel producteur qui a déjà des enveloppes, un organisme subventionnaire en cinéma qui pourrait nous donner des argent pour aller en scénarisation, pour passer en production, par exemple, c'est intéressant de le voir comme on verrait un client en publicité, c'est-à-dire c'est quelqu'une, bon, c'est un groupe, une personne morale d'une certaine façon qui a peut-être pas des commandes précises, mais qui a des besoins précis. Et les besoins précis, le besoin le plus général qu'on peut avoir en culture, c'est déjà de proposer quelque chose qui n'existe pas déjà. Hein? Il y a un aspect d'originalité. Il y a un aspect, d'une certaine façon, qui va varier, mais un aspect de rentabilité, c'est-à-dire si on le fait, bon, il ne faut pas que ça ait été fait la semaine passée, parce que là, on est en train de faire de la redite. Il faudrait évidemment que cet objet-là, cette œuvre-là qu'on veut produire puisse rencontrer son public, un certain public. Et ça va varier, bon, déjà, du genre de budget qu'on va, du genre de médium. Donc ça, j'y reviendrai. Mais il y a toujours un peu cet impératif-là. Donc, d'une certaine façon, n'importe quel pitch d'une œuvre cinématographique ou télévisuelle doit répondre. Je vais décortiquer cette idée-là, mais doit répondre d'une certaine façon d'emblée à la question très, très générale de pourquoi ceci devrait-il exister. Et il y a quelque chose d'assez brutal là-dedans, mais c'est ça quand même. C'est-à-dire, on demande beaucoup d'argent public ou les ondes publiques, l'attention, bon, beaucoup de moyens au profit de notre idée. Donc, pour être capable de matérialiser l'idée, pour être capable ensuite de la diffuser. Donc, il faut être capable de répondre par avance. Hein? Donc, c'est déjà une première façon de mettre, je vous dirais, la première question à vous poser quand vous commencez à préparer un pitch. C'est donc pourquoi mon idée, elle est intéressante, pourquoi le film, la série bon, que je suis en train de décrire là, ça serait important qu'elle existe. Et donc, il y a plusieurs façons de répondre à ça qu'on va décortiquer un peu. Donc, la méthode que je vous propose, la façon de travailler votre pitch, de travailler la présentation de votre projet en mode pitch, elle consiste d'une certaine façon à 3 étapes que je vais expliquer avec mon exemple. Je vais y venir à un moment donné à mon exemple. Je ne sais pas pourquoi je fais du suspense tant que ça, mais donc, prenons les 3 étapes comme telles. Donc, d'identifier ou d'imaginer, il y a un peu des deux dans l'exercice, un manque, un problème, un espace à prendre, en tout cas, dans la culture, carrément. Dans la culture, si on pense plus en termes commerciaux, dans le marché auquel je m'adresse. Je vais y revenir. 2, proposer votre projet comme une solution à ce manque ou à ce problème-là, ce qui implique, bon, j'en fais une 3e étape, donc en 3, et là, je fais référence à ce que je disais un peu dans les capsules sur l'idéation, donc, tu sais, en 3, trouver une twist à l'intérieur même du projet, si elle n'est pas déjà là, trouver ce que j'appelle un peu mythiquement, je fétichise un peu la fameuse twist qui va permettre que la réponse
à ce problème-là fonctionne, soit vendable, soit intéressant. Donc, 1, 2, 3, on va le détailler avec un exemple. Donc, l'exemple que j'ai, bon, c'est une série, c'est une bonne idée, honnêtement, je devrais la faire, mais ce n'est pas le genre de truc que j'écris, mais c'était une idée qui m'était venue alors qu'on parlait avec qu'on parlait quelques scénaristes, bon, c'était une espèce de consultation informelle, quelques scénaristes avec un boss de réseau, euh, de réseau de télévision, de la question, bon, très actuelle, elle est encore plus maintenant, de la diversité en télévision québécoise. Donc, on avait cette conversation-là, donc de comment la favoriser, la diversité, comment l'incarner, bon, comment l'encourager des fois par des moyens concrets, bon, etc. Mais surtout comment, en tant que créateur, en tant que scénariste, comment la valoriser d'une façon à ce qu'elle marche. Donc, est-ce qu'elle soit non pas seulement quelque chose de cosmétique, c'est-à-dire on va mettre des gens racisés dans le plus de rôles secondaires ou tertiaires possibles, tout en gardant nos comédiens habituels. C'est souvent la méthode qui a été utilisée dans les dernières années. Puis là, on est comme, ça commence à ne pas marcher ou à être un peu, bon, comment dire, une mauvaise solution, une solution trop partielle, par exemple. Et donc, ce qu'on s'était dit, bon, l'idée que j'avais eue en partant de là, non, je ne dis pas toujours moi, je ne dis pas tout de suite moi l'idée. Donc, je continue. Donc, un problème dans ce cas-là, donc l'idée d'un manque de diversité. Et ce que le patron, c'est Richard Haddad, qui était à TVA à l'époque, je vais le citer parce qu'il m'a dit quelque chose de très important, dont je me suis toujours rappelé à l'époque, et maintenant Télé-Québec, M. Haddad, mais qui avait dit à quelqu'un qui proposait, ben, par exemple, on devrait faire vraiment une série qui se passerait, bon, on fait une série qui se passe dans une communauté soit racisée, soit migratoire particulière, et on s'y tient. Et donc là, c'était l'exemple qu'on regardait, et le problème qu'on identifiait, mais que remarquait M. Haddad à l'époque, c'était de dire, ben, carrément, ben, le problème avec ça, c'est qu'on a beau vouloir favoriser la diversité comme telle, on est en télé, bon, on était à l'époque chez TVA, on était avec de l'argent privé, mais ce ne serait pas différent avec de l'argent public. Donc, on a des moyens limités qu'on doit répartir selon les critères qu'on a. Et bien sûr, il y a toujours au final, en télé publique autant que privée désormais, un impératif de rentabilité. Et la rentabilité, dans ce cas-là, veut dire ben, combien de gens vont écouter, vont regarder mon émission. Et donc, le problème qu'on avait identifié d'une certaine façon, c'est que ben, on pouvait avoir toutes sortes de bonnes intentions. On peut avoir toutes sortes de bonnes intentions et choisir, bon, on va faire une série qui se passe d'une communauté à l'autre, puis paf, on s'y tient. On arrivait quand même avec le fait que le Québec, dans ce cas-ci, demeure une société relativement homogène, donc qui demeure à forte majorité blanche francophone, tout comme son auditoire, évidemment. Donc, les gens, on a beau vouloir faire un travail, les gens ont beau être dans les faits de plus en plus ouverts, on souhaite, on arrivait toujours quand même à ce problème que, bon, au final, bon, il faut que les gens la regardent, soient capables de la regarder, notre série. Parce que si on se met à faire des affaires qui ne marchent pas, bon, on va nuire à la diversité, carrément. C'est-à-dire que là, si on se met... on donne des enveloppes, on fait 2 ou 3 mauvaises séries, des séries qui ne sont pas intéressantes. Si on n'a pas finalement, ce que je disais, la twist qui va permettre qu'une série trouve son public, ben, on donne des coups d'épée dans l'eau. Hein? Et la phrase que M. Haddad m'avait dit à l'époque, dont je me suis toujours rappelé, comme scénariste, quand j'adresse des enjeux sociaux, peu importe
lesquels ils sont, et dont je fais cadeau, c'était « Si tu veux changer le monde, raconte des bonnes histoires ». Donc, je ne sais pas si ça rentrait en quelque part sur moi, là, mais c'est quelque chose que je pourrais me faire tatouer sur le chest ou sur une jambe, je ne sais pas carrément aujourd'hui, parce que pour moi, c'est une idée hyper importante. Donc, cette réalité-là que si tu veux changer le monde, adresser des enjeux, changer les mentalités des gens, c'est un objectif que tu as et qu'on a tous d'une certaine façon comme écrivain ou comme scénariste. Il faut que tu racontes des bonnes histoires. Il faut que tu trouves la façon d'intéresser les gens. Et ça, il faut le réaliser. Bon, peu importe c'est quoi le sujet que vous adressez, c'est quoi le sujet de votre histoire, de votre scénario, c'est que c'est terrible à dire, mais vos idées n'intéressent pas les gens par défaut. Vous pouvez le voir, juste une soirée, vous perdez votre temps à essayer de trouver quoi regarder sur Netflix, sur tout TV, tout ça. À tout moment, il y a plus de choses, même dans les choses qui ont été produites, que comme consommateur, comme de culture, il y a plus de choses qui ne vous intéressent pas qu'il y a de choses qui vous intéressent. Il y a plus de choses qui passent dans le beurre que de choses qui marchent très bien. Tout ça, donc, il faut l'adresser au départ, cette réalité-là. C'est que peu importe à quel point vous avez des bonnes intentions, une expérience personnelle forte, bon, à la base d'un projet, la twist, ce que j'appelle la twist pour moi, c'est-à-dire l'angle, l'idée, la stratégie qui va faire en sorte que vos idées ou votre expérience personnelle ou bon, votre connaissance intime d'un sujet va parler à tout le monde, elle est toujours à trouver. Elle est toujours à faire. Et d'une certaine façon, l'intérêt, l'empathie, l'attention du public, elle est toujours à aller chercher. Donc, revenons à mon exemple. Donc, dans ce cas-là, l'idée de la diversité à l'écran. Donc, on a un problème, par exemple, c'est ça, on a un problème, on a l'impression qu'il y a un manque de diversité, on voudrait la représenter d'une nouvelle façon, plus dynamique, d'une façon nouvelle à l'écran. Donc, ce qui aurait été une mauvaise solution quand je dis, bon, ça c'est notre étape 1. Donc, on a imaginé, on a identifié un problème. Étape 2, dans le fond, ces étapes-là se chevauchent tout le temps parce qu'on travaille à l'envers d'une certaine façon. Proposer une solution, d'une certaine façon. Mais en réalité, présenter votre projet comme une solution à ce problème-là. Quand je dis 3, bon, s'assurer, si votre projet est déjà monté, qu'il a une twist suffisante pour rendre la réponse que vous fournissez valide. Donc, si on procède par essai-erreur, bon, dans l'exemple que je m'étais donné à l'époque, donc, voyez comment j'avais procédé. Si j'avais pitché ça, je ne l'ai jamais pitché, je ne veux pas la faire. Je veux pas la faire pour vrai. Je vais peut-être finir par essayer de la vendre à quelqu'un, mais on la garde entre nous pour l'instant. Donc, l'idée que j'avais, par exemple, c'est de dire, bon, ce qui aurait été une mauvaise idée ou une idée insuffisante, c'est de dire, bon, il y a un manque de diversité en culture québécoise, on va y aller avec un électrochoc, on va faire une série, bon, où on va suivre un processus d'immigration. Puis même, donc on va suivre, par exemple, une famille famille yéménite qui débarque de Sanaa et du jour au lendemain, et on va les suivre dans leur quotidien au Québec, bon, dans Parc-Ex, par exemple. On les installe à Montréal et on va suivre leur installation. Bon, avec... c'est ça. On va essayer de faire des bonnes histoires, ça va être drôle, ça va être intéressant, tout ça. Mais là, déjà, il apparaît toutes sortes de problèmes. Si je pense à ce que M. Haddad me disait, c'est le côté, bon, est-ce que ça va marcher, cette affaire-là? Il y a déjà un côté. Donc là, ça va se passer à Montréal. Qui va interpréter ces personnages? Bon, on a-tu les comédies? Bon, mettons que ça se trouve, mais là, tes personnages, OK. Donc, on suit une famille, ça se passe à Montréal. Donc là, tu y vas pour un choc maximal. Moi, je peux comprendre, mais en même temps, donc, quelle langue ils vont parler? Donc, par exemple, ils parlent juste arabe. Donc, on va faire une série sous-titrée, on va les suivre. OK. Là, il commence à s'accumuler des petits problèmes où tu dis, bien, là, ma réponse,
tu sais, ma proposition de réponse, ben, elle marche sur le plan humain ou le plan moral. OK, c'est une bonne idée. Oui, ça serait intéressant de suivre la réalité de ces gens-là, puis qu'est-ce qui les frappe en arrivant au Québec, leur adaptation. Puis oui, il y a peut-être quelque chose qui ferait que ça serait intéressant, qu'il y aurait un intérêt, que ça serait bien écrit, que ça serait émouvant, tout ça, mais là, est-ce que vraiment on va mettre autant d'argent? Est-ce que les gens vont être au rendez-vous? Puis là, honnêtement, je ne suis pas sûr. Pourquoi? Ben, parce que déjà, les gens ne regardent pas de séries sous-titrées. Donc, en dehors de toute question de racisme comme affirmé ou de xénophobie, mettons, oublions ça. Même si on ne pense pas à ça, les gens n'aiment pas beaucoup les séries sous-titrées. Les gens, ben là, si on n'est pas capable d'avoir un mot dit comédien que les gens connaissent, ben, là, les gens n'ont pas de vedette, les gens ne comprennent pas. Une série à sous-titres, ça se passe dans un milieu que les gens ne connaissent pas. À moins de ça, c'est comme là, elle va peut-être être bien bonne, elle va peut-être gagner des prix, mais dans un contexte où on a un certain audimat, de certaines codes d'écoute à aller chercher, probablement qu'un diffuseur me dirait ça ne marchera pas. Donc, on y va. Donc, non, ce serait ou bien, voyons-le comme une première étape ou un mauvais pitch, une mauvaise première idée. Mon idée de les Yéménites débarquent en hiver, not so good, pas assez bon. Il manque quelque chose. Donc, j'avais réfléchi à l'époque et donc une twist que j'aurais trouvé qui m'aurait permis de rendre ce projet-là intéressant, c'est, bon, par exemple, ben, c'est ça. L'idée que j'avais, c'est de dire, OK, oublions ça. Donc, si on transforme mon idée, OK, je l'ai. Il y a justement une famille de Yéménites qui débarque au Québec. Donc, bon, ils viennent sunnites assez radicaux. Donc, vraiment, paf, on débarque. Ils ne parlent pas français, bon, arabe uniquement, même dialecte. Débarque au Québec, mais il y a une erreur à l'immigration. Au lieu de se ramasser à Montréal, bon, dans un milieu déjà pas mal migrant ou multiethnique, on les sacre à... Il y a une erreur qui se ramasse à Chibougamau, on se ramasse à Carleton-sur-Mer en Gaspésie, ou il se ramasse à Dolbeau, au lac Saint-Jean. On trouve bon, en région profonde, en région éloignée. Là, c'est ma twist. Et là, pourquoi ça devient bon? Parce que, bon, premièrement, on crée de l'empathie. C'est-à-dire, chez des gens envers qui, bon, dans lesquels je ne me reconnaîtrais pas, bon, d'emblée, comme auditeur, peu importe mon origine, mais mon background, mais comme auditeur québécois, bon, tout à coup, je crée déjà quelque chose. Je crée une empathie avec eux qui n'aurait peut-être pas naturellement, parce que même s'ils sont très, très différents de la plupart des gens de notre public, bon, on a toujours de l'empathie pour, en anglais, on dit fish of the water, c'est un genre de comédie, mais pour des gens qui se ramassent en position de profonde aliénation, d'être pas mal étranger, mais douloureusement, d'être en dehors de son milieu. Donc là, tout à coup, ma famille yéménite qui se ramasse à Chibougamau, ben là, on a déjà au départ, tu es comme, oh, si, bois. Ça va être pas nécessairement évident. Donc, je vais garder Chibougamau comme cas de figure, c'est-à-dire tu débarques à Chibougamau, ben là, c'est tout le monde est francophone, tout le monde est blanc. Bon, les Autochtones ne sont pas loin, mais je veux dire, tu n'es pas bon. Diversité zéro, mais bon, tu es dans un. Puis, je veux dire, il y a 2 restaurants, ils font des patates frites, un bar de danseuses, les Yéménites ne vont pas là. C'est comme un milieu, tu es dans le Grand Nord à toute fin. C'est hostile. Donc, déjà, il y a un côté comme pauvres autres, ils se ramassent là. Premier aspect. Donc là, déjà, il y a quelque chose qui se passe d'intéressant au niveau de ma twist. Deuxième affaire, ben, tout à coup, je crée une solidarité qui n'existe pas peut-être dans la vraie vie, mais je crée un côté, une solidarité entre 2 problèmes
en télé québécoise, c'est-à-dire on avait le problème de la diversité. En même temps, souvent les gens en région chialent que tout se passe à Montréal en télé québécoise. Parce que bien sûr, l'industrie est surtout à Montréal et par la force des choses, on tourne plus à Montréal. Donc les gens de région n'aiment pas, ou souvent s'écœurent du fait que la culture québécoise télévisuelle, cinématographique, par la force des choses, soit très, très souvent très montréalo-centrée. Et là, tout à coup, vous voyez, je fais un tour de passe-passe. J'adresse deux questions qui n'ont aucun rapport et qui pourraient même être opposées, à la limite, et je les rends solidaires. Hein? Tout à coup, il n'y a pas assez de diversité en culture québécoise. On ne parle pas assez de l'expérience de gens issus des communautés culturelles ou de l'immigration. Bon, je réponds à ce problème-là. Je réponds, il n'y a pas assez de représentation en région. Là, je les prends les deux en même temps. Les Yéménites à Chibougamau. Bon, je l'ai. Donc, ça va être drôle. On va avoir beaucoup d'empathie pour eux par la force des choses, parce qu'on va être comme tabarnak. Comment ils vont s'en sortir à Chibougamau, et on va créer de fait une solidarité des situations. Mais là, on est dans quelque chose d'un peu, quand je disais, donc un bon fish of the water, out of the water typique, donc l'expression anglaise vraiment, poisson hors de l'eau. Là. On a un côté grande séduction, il y a des antécédents, tout ça, mais une espèce de grande séduction à l'envers, où là, tout à coup, ces gens, ben, ils peuvent pas, sont pognés là, et là, tout à coup, ben là, imaginons la suite, mais c'est déjà vendu. Mais là, vous comprenez un peu ce que j'ai fait. Je n'ai pas la suite de ça, je ne l'ai pas écrite, cette série-là. Mais quand je dis de présenter son concept plutôt que son histoire, ben, mon histoire, j'ai juste la base de mon histoire. Mais mon concept en soi, là, il est bon. Parce que les trois étapes sont cochées. Les trois items sont cochés, c'est-à-dire je suis comme, hey, j'ai une bonne idée. Puis, vous voyez, quand je parlais de pitch d'ascenseur, c'est exactement ça. Je rencontre un gros producteur dans l'ascenseur, as-tu quelque chose ce temps-ci? Oui, j'ai une super idée. Comme un peu sur le mode grande séduction des Yéménites, paf, famille migrante, paf, à Chibougamau. Les Yéménites à Chibougamau, c'est mon pitch d'ascenseur. Là, quelqu'un, ben, hein, quoi? Ben, imagine, puis là, il arrive tel fuck, puis là, ben là, tout à coup, ben, peut-être que la conversation se continue, marche avec moi en dehors de l'ascenseur. 1, 2, 3. J'identifie un problème. Je propose une solution. Je m'assure que cette solution-là est viable dans le milieu dans lequel je le propose, pour l'industrie à laquelle je la destine. Et donc, ça implique, donc, si on prend cet ensemble-là, ça implique toutes sortes de choses, mais ça implique, vous avez vu, donc, déjà de comprendre les besoins des diffuseurs, d'avoir une certaine vision sur les besoins du public et d'être capable d'articuler les choses en fonction de ça. Et dans les faits, ben, c'est un rare cas. Ce n'est pas une série que j'ai présentée pour vrai, mais c'est un rare cas où on a travaillé vraiment dans l'ordre publicitaire, d'une certaine façon, en partant du problème vers sa solution. Mais dans votre cas, je pense que je veux un peu insister là-dessus, c'est qu'il faut jouer entre ces étapes-là, c'est-à-dire que vous avez peut-être probablement déjà une idée. Donc, pour vous, vous partez plutôt d'un projet qui est personnel. Il y a une idée que je veux écrire, mais pour moi, ce qui devient intéressant, c'est que la formulation de ce concept-là en mode pitch nous aide à développer notre création. Donc, quand je dis que vous faites un peu de l'ingénierie inversée ou tout ça, c'est que là, vous partez pour préparer un pitch la plupart du temps. Dans ce cas-là, c'était un peu extraordinaire. C'était un pitch qui venait aussi plutôt que d'un besoin et d'une conversation un peu hypothétique. Mais donc, si j'allais pitcher un projet, bien, en général, bon, avec des amis ou tout ça, bon, j'ai eu une idée de bonne série. Donc, pour moi, ça serait intéressant. Et ce que je vais faire, justement, à partir de cette idée-là, c'est là où je disais imaginer, identifier un problème. Donc, cette série-là, dans le fond, pourquoi elle est intéressante? Bien, à quel manque elle répond? Quel vide elle vient combler dans la culture? Qu'est-ce qui vient faire qu'elle est originale, qu'elle est intéressante, qu'elle a une pertinence? Et donc, ça, c'est tout l'aspect réflexif, humain, un peu sous-texte, qui doit être là tout le temps dans l'écriture, bon, d'une façon ou d'une autre. Et
Euh, donc, j'imagine, j'identifie ce problème-là et je m'assure, pour être capable de bien le pitcher, là, ça devient la poule et l'œuf. Ça ne va pas nécessairement dans l'ordre, mais je m'assure que la twist est là. Et c'est ça que je veux vous dire d'une certaine façon, c'est que vraiment, de trouver le concept vous permet non seulement de bien présenter votre idée, mais de venir valider par l'exercice rétroactif, de venir valider par la porte d'en arrière si tous les éléments sont là dans votre projet comme ils devraient être développés à cette étape-ci. Donc, est-ce que j'ai une pertinence, une originalité? Est-ce que j'ai la twist qui va faire en sorte que, est-ce que j'ai cette pertinence-là, cette originalité? Est-ce que j'ai l'idée pour l'exprimer? Est-ce que j'ai la twist à l'intérieur de cette idée-là qui va faire en sorte que mes bonnes intentions ou mon message, mon histoire comme telle va aller adresser certains problèmes et surtout rejoindre un public. Bon. Et vous voyez que tout ça, bon, première chose qu'il faut vraiment remarquer par rapport à ça, c'est que l'exercice du pitch, tout comme l'exercice de la formulation de projet, elle implique de comprendre, presque en mode biologique, mais elle implique de comprendre sa culture un peu comme un écosystème. Pour être bien capable d'aller pitcher, il faut être capable de contextualiser ce qu'on est en train de faire, de mettre en contexte. Donc, si vous avez une idée comme telle, peu importe bon, le genre d'idée que vous avez, bien, dépendamment de la personne qui est en face de vous, dépendamment à qui vous vous adressez, il faut avoir une connaissance, justement, non pas seulement de vos intentions à vous, de votre projet, mais de ce dont tu as besoin, de ce qui risque d'intéresser la personne en avant de vous. Pardon, je reprends. Donc, j'allais dire d'une certaine façon que les erreurs les plus courantes qui vont nous dicter des marches à suivre, les erreurs les plus courantes, c'est toujours de mal comprendre d'une certaine façon à qui on s'adresse. Et ceci dans tous les sens du mot, donc d'une certaine façon, mal comprendre les moyens ou les exigences de l'industrie particulière dans laquelle dont on sollicite les moyens de production, mal comprendre le public cible auquel on s'adresse, mal comprendre éventuellement la culture dans son ensemble. Donc ça, et quand je veux dire la culture dans son ensemble, c'est d'une certaine façon, bon, avec moi, on va faire l'exercice un peu abstrait, mais on pourra dans chacun de vos pitchs, donc décider déjà, je pense qu'il y a une première étape qui est comprendre donc qu'est-ce que vous faites, à qui vous vous adressez. Donc, dans quelle industrie vous vous inscrivez. Donc là, je peux donner toutes sortes d'exemples, mais donc, il y a des exigences comme telles qui vont varier. Je vais revenir tout à l'heure en regardant le cas des industries précises. Mais si je m'assois devant un diffuseur, par exemple, je parlais en télévision. Télévision, on travaille avec des producteurs, on développe une idée qu'on va la vendre, on la vend à un diffuseur, Radio-Canada, TVA, Nouveau maintenant, Super Écran. Donc, des diffuseurs qui ont des enveloppes pour produire des contenus et donc qui peuvent nous ouvrir les portes de la production, de la matérialisation de notre projet. Donc, quand je vais m'asseoir pour faire un pitch, bien, il y a cette idée-là. Donc, quand je disais les moyens, les exigences, combien il y a d'argent en général pour produire des séries là-bas, par exemple. Donc, et puis, à quoi ils s'attendent en termes d'audience. Donc, déjà, c'est la base. Savoir, par exemple, donc, le public cible qui regarde ça, qui cherche ça. Donc, ça peut être bon de savoir, et de mon point de vue, qui je vise, et à la fois
qui, eux, visent. Donc, mes interlocuteurs sont en train de chercher. Là, ça peut être comme public. Donc, un peu, j'avais cette idée-là avec la bière, mais ça va arriver. En télévision, par exemple. Des fois, on va avoir ce genre de conseils-là, on va avoir ce genre d'informations de l'intérieur, mais on va avoir, bon, tel diffuseur, il cherche un public plus jeune, il cherche un public plus vieux, il cherche des demi-heures de comédie, il cherche... Donc, des fois, on va avoir cet élément de commande-là, mais il faut savoir, donc, est-ce que quels sont les besoins, quelles sont les cibles qui sont visées par mon interlocuteur, donc par la personne devant qui je présente. Et donc, ça peut avoir des exigences particulières, c'est-à-dire, bon, je reviendrai là, mais donc, qui sont possibles ou, tu sais, qui rendent certaines choses possibles ou impossibles. Donc, j'y reviens tout à l'heure, mais tu sais, je donne déjà, par exemple, tu sais, donc, au Québec, par exemple, bon, c'est une particularité. Au Québec, on a quand même une grosse industrie de la télévision, mais pour une population qui est quand même limitée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment ça se traduit dans les faits? C'est que, bon, quand on écrit pour la télévision, par exemple, au Québec, les exigences de code d'écoute impliquent, veut pas, qu'on ait des, comment dire, qu'on a des produits, qu'on a des créations qui peuvent rejoindre une grosse partie du public et qui est, bon, des éléments, bon, comment dire, rassembleurs, on pourrait dire consensuels pour dénoncer, on pourrait dire rassembleurs, mais ça fait partie de la réalité. C'est écrit à l'intérieur de l'industrie de la télévision au Québec pour un public québécois, donc pour un public local, mais ça implique que si tu veux aller chercher maintenant, les budgets sont pas mal maximum. Si tu veux aller chercher le budget maximal pour une série, bon, qui a beaucoup baissé dans les dernières années avec les budgets, mais bon, par exemple, je reviendrai plus en détail, mais bon, tu vas aller chercher le plus gros budget pour une série, là, par exemple, ça va être autour de 500 000 600 000, bon, disons 600 000 l'épisode. C'est le budget maximal. Donc, avec ça, tu ne peux pas faire n'importe quoi, évidemment. Donc, il faut que tu comprennes ça, je le disais tout à l'heure. Il faut que tu comprennes que, bon, cette cible-là, donc d'avoir un budget maximal, bien, elle vient avec une exigence qui est si on veut que bien, les gens qui vont nous donner de l'argent, les diffuseurs qui répondent à leurs propriétaires ou le grand public, si on est chez Radio-Canada, donc qui sont des sociétés publiques, des sociétés d'État. Donc, eux, les comptes à rendre qu'ils ont, bien, c'est quand j'ai donné un budget maximal, c'est qu'il faut qu'il y ait un public, il faut qu'il y ait des gens devant leur télévision. Donc, à budget maximal, il faudrait qu'on vise, bon, il faudrait qu'il y ait 700 000 auditeurs et plus, puis idéalement, un gros succès, on va encore pogner aujourd'hui le million. Ça arrive moins en fiction, mais ça va arriver, par exemple, avec les plateformes. Donc là, donc 600 000 épisodes égale 1 million, par exemple, d'auditeurs. Donc, pour avoir 1 million d'auditeurs dans un marché où il y a 8 millions de personnes, dont, bon, essentiellement, 6 millions et demi de francophones, là, je ne fais pas de Wikipédia, mais donc, tu sais, ça nous laisse un public. Donc, tu sais, si dans un pays où, disons, il y a 7 milliards de publics, non pas milliards, 7 millions de personnes, de publics potentiels, enlève les enfants, bon, c'est compliqué, mais donc, il y a 7 millions d'auditeurs potentiels pour ma série, puis j'en veux idéalement 1 million. Ça veut dire que ma série, il faut qu'elle soit regardable par une personne sur 7. Mais ça a l'air, bon, j'ai l'air de faire de la mathématique un peu abstraite comme ça, mais bon, comme je vous le disais, ça conditionne beaucoup le genre de proposition que vous pouvez faire dans un milieu comme celui-là. Donc, par exemple, quand j'arrivais tout à l'heure, bon, si je reprends mon exemple ma série Les Yéménites à Chibougamau, je ne sais pas ce serait quoi le titre, là. Si je prends ma série avec des Yéménites à Chibougamau, ben, la première mouture, c'était ça le problème. Si on suit les Yéménites sous-titrés, toujours avec eux autres dans Parkex, dans leur vie de tous les jours, c'est que ça marcherait sur un mode, si j'étais vers Télé-Québec ou pour un producteur en mode documentaire,
qui me coûterait moins cher, c'est-à-dire là, je prends une vraie famille, j'essaie de documenter le quotidien de famille migrante. C'est un bon projet de documentaire, ça coûte moins cher l'épisode, il y a moins d'exigences de public, j'ai moins de budget, j'ai plus de liberté, je n'ai pas besoin d'avoir, de passer ça à heure de grande écoute. Donc, mon pitch, il aurait été bon pour un documentaire. C'est ça, pour un film documentaire, si c'est un pitch pour aller en télévision, pour faire une émission à heure de grande écoute, donc avec des budgets importants et avec des attentes importantes, bien là, c'est ce qui le rendait caduc ou invalide, c'est-à-dire ça ne marchera pas. Bon, vous voyez pas. C'est ces exigences-là. Donc, ça ne marchera pas. Donc, et c'est ce qui fait que la twist que je trouvais donc justement de téléporter ou de parachuter mes personnages à Chouou. Il y aurait peut-être un problème que ça coûterait cher, mais là, oublions-le, on pourrait, si le concept est bon, des fois, on réussit à trouver des solutions. Peut-être que Chibougamau va devenir Saint-Jean-de-Mata ou Joliette. On va rapprocher ça de Montréal, mais on va garder le même élément. Ça, c'est des solutions qu'on trouve plus tard. Mais, donc, mon pitch est bon là. Ben, en tout cas, il est défendable parce que je peux dire justement avec mon idée, paf, aspect région mélangé avec aspect migration, tout à coup, ben là, tout le monde va vouloir regarder ça. Bon, donc, mon rôle social, mon objectif plus noble est atteint, mais mon objectif plus au ras des pâquerettes, plus matériel est atteint. Je pense que les gens, ça va être très drôle. Les gens de région vont se reconnaître autant qu'ils vont empathiser, sympathiser avec mes personnages migrants. Je pense que les gens vont être devant leur télévision. Donnez-moi l'argent que j'aille écrire ma série, qu'on aille la réaliser. C'est ça, grosso modo. Mais donc, déjà, d'avoir ça en tête, d'avoir ne serait-ce qu'une idée, oui, j'allais dire abstraite, mais non pas abstraite, d'avoir une idée le plus concrète possible de ça, de cette espèce de binôme-là qui est inévitable en culture aujourd'hui, surtout audiovisuel, de budget égale exigence. Et on a ça, c'est un peu plus abstrait. C'est-à-dire, non, c'est pas abstrait, c'est moins criant au cinéma, mais c'est là quand même. Les enveloppes à la production au cinéma, elles vont par échelle de budget de film. J'en ai moins fait, je les connais moins par cœur, là. Mais il y a un côté, donc le plus gros budget que tu peux avoir pour un film, c'est ça doit être 7 ou 8 millions, 7 je pense, 6 ou 7. Mais ce budget-là, il vient avec des contraintes. Bon, maintenant, la SODEC, Téléfilm Canada, etc. Donc, les gens qui ont les cordons de la bourse, si tu veux avoir le plus gros budget, il faut que ça soit une proposition qui, quand même, grand public. Donc, si tu es plus sur le mode film d'auteur, oui, tu vas avoir tu vas avoir peut-être plus de liberté, mais tu vas avoir moins d'argent. Il faut comprendre son propre positionnement. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est un choix à faire en fonction de son idée. Il faut comprendre son idée puis comprendre vers où on la destine, mais il faut comprendre aussi si elle est valide ou pas. Si elle est valide ou pas à l'intérieur d'un certain nombre de contraintes. Donc, j'en reparlerai un peu plus tard. Donc, mais comprendre déjà ces contraintes-là à la base. C'est sûr, oui, je peux dire, OK, je ne veux pas... je reste dans le cinéma d'auteur plutôt indépendant. Indépendant, ça n'existe pas. Ça existe peu au Québec, là, mais bon, je vais chercher un budget moins grand. Je vais faire un film d'1 million ou un film de 2 millions. OK, j'ai moins d'exigences au niveau de la potentialité commerciale de mon film, mais j'ai moins d'argent aussi. Donc là, si mon film est indépendant, il explique, c'est rare que mon film d'auteur implique des conflits intergalactiques, là, mais si c'était le cas, le conflit intergalactique avec 1 million, non, ça n'arrivera pas. Ça va être difficile avec 6 millions aussi, de toute façon, mais donc ça ne se pourra pas. Donc, déjà, pas aller proposer des niaiseries, comprendre les réalités concrètes derrière nos propositions. Et donc, si justement, non, c'est ça, je reviendrai plus tard. Donc, ces deux aspects-là sont importants. C'est quoi les moyens et les exigences qui vont avec, et en termes de public. Donc, moyens, exigences commerciales ou en termes d'audience, si on ne veut pas trop penser à l'argent. Et troisième étape, quand je dis troisième erreur possible qu'il faut toujours éviter, c'est la question de la connaissance
culturelle. Et donc, le rapport à la culture, et là, je veux dire, c'est une grande banalité, on va dire ça aux écrivains, mais si vous voulez écrire, il faut lire. Et si vous voulez faire de la télé, si vous voulez faire du cinéma, il faut voir des films, il faut voir des séries, il faut comprendre où on en est. C'est-à-dire, on fait des propositions en contexte. Donc, c'est sûr qu'en culture, il y a toujours une guerre à l'innovation. Je disais, il y a la question de l'originalité. Donc, il faut savoir, d'une certaine façon, où en est la culture. Parce qu'il y a toujours la question de ce binôme-là que je nommais tantôt un peu originalité, pertinence. C'est toujours ça. Donc, on ne peut pas faire deux fois la même chose. Donc, il n'y a pas de deuxième prix en création scénaristique. Il n'y a pas de prix pour le deuxième arrivé ou la deuxième arrivée. Bon, donc, je peux avoir la même idée, une idée qui ressemble trop à une autre, puis ça veut juste dire que c'est invalide. Donc, si je vais pitcher une idée, bon, puis que la personne va dire, ah, ben, c'est pas mal, mais ça fait vraiment, bon, Stranger Things. J'ai mon t-shirt de Demogorgon. Ça fait vraiment, bon, ça ressemble beaucoup à une autre affaire qui a marché. Bien, on ne produira pas ça. Mais ça a déjà marché. On veut la prochaine grosse affaire, pas la copie de la dernière affaire qui a marché. Donc, vous comprenez, ça, c'est l'exigence d'originalité. Mais en même temps, l'exigence d'originalité, elle vient avec une exigence de pertinence. C'est-à-dire, si je suis juste original, si j'arrive à faire une série sur des tomates vivantes qui se parlent et vivent des drames sur une station lunaire ou un magicien, là c'est comme, ben, là, c'est super original, mais c'est comme, es-tu gelé? Donc, ce qui est un problème aussi. Là, donc là, on ne comprend pas d'où ça vient, cette idée-là, que ça veut dire tout ça. Bien, là, tu es dans un autre problème. Donc, tu ne coches pas l'idée de pertinence ou comment dire, de pertinence ou d'universalité. C'est-à-dire, il faut que ça parle aux gens. L'originalité qui est juste idiosyncrasique, qui est juste fantaisiste, qui est radicale, n'est pas une garante de succès. Et donc, je reprends cette idée-là. Donc, ça, c'est important, justement, surtout sur le mode pitch d'ascenseur. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais une référence. On va le faire souvent comme ça, le pitch d'ascenseur. D'avoir un élément connu qui peut servir de ground avec un élément d'originalité et une twist. Donc, c'est ce que je faisais tantôt avec mes Yéménites à Chibougamau. Mon pitch d'ascenseur, ça aurait été, on fait une espèce de fish out of the water. On fait la grande séduction à Chibougamau avec une famille sunnite. Comme, voilà. J'ai ma twist, donc là, tout à coup, c'est comme, j'en ai assez pour intriguer peut-être quelqu'un, puis de me faire, si la personne me dit, dis-moi en plus, j'ai gagné. Donc, c'est ça l'essence d'un pitch d'ascenseur. Mais donc, le pitch d'ascenseur, tout comme le pitch plus au long, il implique cette connaissance-là de la culture, mais dans ses aspects à la fois les plus abstraits, les plus matériels. Donc, il y a un côté, pas juste matériel, mais je veux dire, ces aspects concrets, ces aspects d'industrie, puis ces aspects historiques d'une certaine façon. Donc, je trouve que c'est une bien mauvaise façon comment dire, de produire une originalité pertinente, ce qui est un peu ce qu'on veut, une originalité pertinente et parlante, que de ne pas prendre la pleine mesure de la culture autour. Donc, si vous voulez travailler en télé québécoise, bien, il va falloir regarder de la télé québécoise. Cinéma québécois, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous présenter, il n'y a pas une façon de perdre un pitch, c'est de se présenter devant quelqu'un et de ne pas être capable, c'est-à-dire de se présenter devant quelqu'un, puis quoi? Présenter quelque chose qui existe déjà, refuser. Présenter, donc, qui existe déjà, mais on ne le savait pas. Donc, présenter quelque chose donc, qui ne peut pas exister dans ce contexte-là, ou présenter quelque chose, donc, on ne comprend pas le public. Je peux avoir une idée super originale, super bonne, mais qui ne répondrait pas, par exemple, à ce critère-là que j'énonçais tout à l'heure d'un certain consensus en télé québécoise. Bon, Stranger Things, par exemple, je n'aurais pas pu pitcher ça. C'est moi qui avais eu l'idée. Faire Stranger Things au Québec, ça ne passe pas. C'est-à-dire, il y a un côté, ça va prendre trop d'argent,
Le public, si tu sais, pour ce public-là, non. Tu vas à Netflix. Il y a des idées comme ça que tu vas développer. Ben, si tu es capable, déjà, ça, c'est une autre affaire, là, mais tu sais, donc, même en mode prospectif, on peut le faire comme ça, c'est-à-dire déjà comprendre, non, ça, c'est une idée à qui il faudrait des budgets internationaux. Et donc, il faudrait que j'aille pitcher à l'international, ce qui arrive avec d'autres exigences. Donc là, je vais-tu la faire en français, je vais la faire en anglais, bon, ça se pose toujours. Et donc, qu'est-ce qui devient son intérêt? Donc, l'intérêt de succès demeure là, il devient juste à une autre échelle, mais il faut comprendre d'une certaine façon ces niches dans le vocabulaire d'industrie. Donc, à qui ça s'adresse, à combien de personnes ça a besoin de s'adresser pour être viable. Donc, je le disais, donc si on reprend un peu mes trois éléments, euh, euh, mes trois éléments à trouver dans un pitch, on peut les réarticuler en trois questions d'une certaine façon qui serait, donc, face à votre idée, qui va regarder ça? Première question, qui est la question de la niche, qui est la question du public. Donc, un bon pitch doit répondre d'emblée à cette question-là. Et donc, cette question-là, on peut la décliner de plusieurs façons. Donc, il y a la question donc, à qui ça s'adresse. Elle implique la question aussi du ton. C'est-à-dire qui va regarder ça? Les gens qui aiment rire, les gens qui aiment avoir peur, ils vont en train de faire de la comédie. Bon, la question du ton, la question du genre. Il faut avoir cette idée-là en tête. Donc, qui va la regarder? La question de la niche. Pourquoi ils vont la regarder? Pourquoi ils devraient la regarder? Bon, un peu la question de l'intérêt supérieur, de l'intérêt artistique, ça peut se décliner de plusieurs façons, mais je pense que contrairement à ce qu'on peut penser ou comment on peut mépriser l'industrie, il n'y a personne qu'on soit en télé, qu'on soit en cinéma, qu'on soit, il n'y a aucune industrie qui est complètement une usine à saucisses. Donc, on fait quand même de l'art à une échelle variable, mais on fait quand même de l'art et de la création. Ça fait que la question de l'intérêt supérieur, elle est, pour moi, toujours là. Bon, je vais y revenir, elle peut se décliner sous des façons différentes, mais pourquoi le public, pourquoi les gens devraient regarder ça? Donc, c'est quoi? Il n'y a pas de fiction bien intéressante. C'est quoi mes grands enjeux? Hein? De quoi ça parle? Hein? Donc, c'est un peu, ils devraient le regarder parce que ça parle de telle chose. Et c'est ça que je veux adresser à travers mon idée, mon projet. Et donc, ça, c'est déjà une question que vous avez à vous poser devant votre projet. Si vous n'êtes pas capable de répondre à ça, il faut être capable de le faire. Parce que, justement, même si votre projet est d'essence narrative, vous voulez me raconter une histoire, bien, on ne raconte jamais juste une histoire. Raconter une histoire, ça a toujours servi à ça. Ça sert à adresser des enjeux. Donc, si on n'a pas d'enjeu, donc l'histoire, ben c'est ça, c'est une histoire d'un chevalier, d'un chevalier au Moyen Âge qui va se battre contre une sorcière. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? La sorcière, elle représente quoi? De quoi ça parle? Ça parle-tu de rapport entre les sexes? Ça parle-tu de l'histoire? Ça parle... Bon, c'est quoi qu'il y a en dessous? Et s'il n'y a rien en dessous, ben, il y a un problème. Troisième question, ben là, qui revient toujours à la question de mon pitch. Pourquoi les gens vont regarder ça? Pourquoi les gens qui je destine ça vont triper sur la proposition que je vais faire ou vont avoir envie d'embarquer là-dedans, ce qui est, bon, je le redis, la question la question de la twist. C'est quoi mon angle? C'est quoi qui fait que ça va être intéressant? Et bien sûr, ce twist-là, je donne un tournant un peu publicitaire. On n'est pas toujours obligé d'être dans l'idée, justement, le concept en son sens le plus publicitaire. Il faut comprendre que la twist, ça n'a pas toujours à être un high concept, comme on dirait l'idée du siècle, ou qui va rendre mon film absolument universel. Il peut être niché, mon twist, d'une certaine façon. Donc, mon film, il va s'adresser, peut-être personne, pas tout le monde va vouloir le voir, mais les gens qui s'adressent à tel enjeu, ben, mon twist va leur permettre de voir cet enjeu-là différemment, d'une façon qui n'a pas été explorée
encore dans le cinéma québécois, voire dans le cinéma mondial, par exemple. C'est vraiment ça qu'il y a à trouver. Donc, posez-vous ces 3 questions-là, articulées en fonction de ces 3 idées du problème, de sa solution et de la twist qui rend la solution intéressante. Et donc là, je reviens à ce que je disais au départ, sur comment construire votre concept. Donc, d'une certaine façon, comment vous prenez un projet d'histoire, un projet de film, et vous en faites un concept pitchable, présentable. Bien, il y a cette idée d'efficacité que j'ai énoncée au départ et cette idée de généralisation. Donc, il faut avoir une idée générale de c'est quoi votre projet. Donc, trouver un peu, tu sais, un général, je pense que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui disait, j'ai toujours cette phrase-là, si tu n'es pas capable de le résumer en une phrase, quand vous voulez présenter, quand si tu n'es pas capable de le résumer en une phrase, c'est pas prêt. Donc, que ce soit un plan de bataille ou un film, il faut ce côté-là. Première étape, votre pitch d'ascenseur. Pardon. Et donc, à partir de cette idée générale-là, ben, qu'elle contienne en elle-même cette idée du twist, cette idée d'efficacité propre à la publicité, mais qu'on doit retrouver qui est propre à l'exercice du pitch aussi. Donc, qu'est-ce qui rend mon idée générale efficace, qui lui donne du mordant à bien des égards. Ça fait c'est vraiment, d'une certaine façon, un exercice d'abstraction. Donc, de prendre votre idée d'histoire, votre idée de personnage, puis de dire comment je présente ça comme un noyau. C'est quoi le noyau de mon histoire? Le noyau de mon histoire, c'est quoi les enjeux qui adressent? Et c'est quoi la manière dont je vais traiter dont je veux traiter comme scénariste ces éléments-là, qui va faire en sorte qu'il va avoir une originalité, une pertinence, une énergie propre à ce projet-là. Et c'est important donc de regarder ce que j'articulais sous la forme de questions, parce qu'un peu les questions que je vais vous poser quand je vais mettre mon chapeau de méchant juge, de méchant diffuseurs, ben, elles vont toutes un peu découler de ça. C'est quand vous êtes en train de pitcher, je pense que je vais vous trouver 2-3 exemples que je vous mettrai en vidéo de pitch mise en fiction en télé. Ben, qu'est-ce que les gens devant vous font? Ben, c'est de vous poser des questions. Ça va bien. Si ça va mal, ben, les questions deviennent inquisitrices. Elles deviennent comme ce côté-là. Ben, pourquoi ça m'intéresse? Qu'est-ce que vous voulez adresser? Es-tu capable de faire ça dans les budgets? Donc, il y a tout ce côté-là, s'il y a un scepticisme, mais si les questions deviennent constructives, ben là, on est en train de gagner. Hein, mais, oui, puis vous allez-tu faire telle affaire? Ah oui, il y aurait possibilité de prendre tel comédien, tout ça. Bon, là, c'est en train de bien se passer. Mais il faut, d'une certaine façon, sans devenir paranoïaque, aller en deçà, au-devant du plus grand nombre de questions possibles. Mais je pense que les 3 questions cardinales, elles sont vraiment là. Donc, dans cette idée de qui va le regarder, pourquoi ils devraient le regarder et pourquoi ils vont effectivement le regarder. Il y a tout un exercice à faire donc, par rapport à ça. Et comme je le disais, ce qui est très important de comprendre, c'est que cet exercice-là, il est bidirectionnel. Il y a une citation, c'est un peu ça l'idéal du pitch d'ailleurs, donc il y a que vous devez adresser à travers ces questions-là, mais donc une citation qu'on utilise beaucoup en droit, citation de Nicolas Boileau qui est, voyons, c'est hyper classique. Ouais. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et donc, c'est un peu l'équilibre qu'on veut atteindre en pitch, mais quand je dis qu'il est bidirectionnel, c'est cette idée-là. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable de le réduire à une page, si vous n'êtes pas capable d'aller au-devant de vos questions, ça veut dire
n'y a pas juste la question de la présentation, il y a la question du projet lui-même. Hein? Donc, oui, il y a plein d'éléments pour bien présenter son projet. Et si vous n'êtes pas capable de le présenter de façon à remplir toutes ces conditions-là, ben c'est peut-être que le projet a besoin d'une injection ou de modification comme telle. Hein? Je veux que vous compreniez bien cet équilibre-là. Hein? On a beau être le meilleur vendeur de chars au monde, on ne peut pas vendre une minoune, pas de moteur, avec deux pneus crevés. Excusez-moi pour la métaphore un peu poche, là, mais c'est ça. Oui, il faut savoir bien présenter son projet et le projet, un projet qui se présente, un projet qui est prêt, un projet qui est bon, en lequel on est confiant, bien, il va se présenter bien. Donc, si vous le pratiquez, si vous le mettez en forme, tout ça, bien, ça doit remplir les deux critères. Mais ce qui est important, vraiment, là, je me répète, mais dans cet exercice bidirectionnel-là, c'est qu'il faut être capable de remplir les règles de présentation et de s'assurer que le projet lui-même, il correspond. Oui, il correspond et donc remplit d'une certaine façon ces critères-là. Donc, la préparation du pitch, pour vous, doit être à la fois un exercice de clarification de votre projet. Si vous n'êtes pas capable de bien pitcher, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent changer dans ce projet-là. Et bon, à partir de là, bien, une façon qui doit vous aider aussi, moi ça m'a toujours aidé de faire ça, mais qui me permet de, comment dire, de bien comprendre votre projet. Il y a un exercice justement d'abstraction, de généralisation. Des fois, on part d'un flash, comme la plupart du temps, hein, on part d'un flash qu'on a, d'une histoire qu'on voulait raconter, on commence à laisser un peu cet univers-là, ces personnages-là vivre. Le moment du pitch, il implique, et c'est très, très simple, c'est comme un recul. C'est comme aller en thérapie avec son projet, mais il explique une espèce de recul sur notre histoire, nos personnages qui peuvent nous obséder vraiment au niveau purement narratif, au niveau de l'histoire, pour dire, ben là, pourquoi je veux raconter ça? Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Pourquoi ça m'obsède ça? Donc, c'est vraiment de faire un pas de recul, parce que ce que vous allez présenter, c'est pas c'est ça, c'est pas l'histoire comme telle. L'histoire, elle a beau être hyper en pitch, je n'aurai pas cette occasion. Personne ne va vous attendre dans un ascenseur raconter l'histoire du film au complet. Et même on se perdrait, je ne les comprends pas assez aux personnes à la base. Donc, il faut vraiment être capable de produire une idée générale, efficace. Évidemment, ce qui est la base pour moi de ce qui est l'art du pitch. Et donc, cet art du pitch-là, je pense qu'il implique, pour vous donner encore des directions, des outils, il implique une part de recherche, il implique une part de réflexion. C'est le recul que je mentionnais tout à l'heure, donc recherche et réflexion. Donc, réfléchir à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut dire, etc. Faire de la recherche, bien, aller voir, s'assurer d'être en contrôle ou d'avoir une certaine prise sur à la fois les antécédents, sur la culture, donc comme je le disais, donc la fois d'être conscient dans quelle tradition, dans quelle culture, dans quel contexte on s'inscrit culturellement, de façon à pouvoir bien articuler notre pertinence et notre originalité. Donc, cette idée de réflexe et de réflexion, donc à partir de votre projet, encore posez-lui 3 questions. C'est un peu l'épreuve du feu avant d'affronter l'autre avec notre projet, le producteur éventuel, le diffuseur éventuel, bon, etc. Donc, ces 3 questions, moi, je vais les illustrer, je vais les faire. Bon, je vais garder mon idée de série, je vais garder mes Yéménites à Chibougamau, et comme je travaille sur... je prépare un truc sur les films de sportifs ces temps-ci, on va y aller comme au hasard. On va prendre Rocky, par exemple, un grand classique que j'ai revu récemment. Si on prend ma première question, c'est quoi? Donc, ma première question face à ce que vous avez à préparer et les bases que vous devez vous assurer d'avoir avant d'aller pitcher
un projet, donc avant de me le présenter dans ce cas-là. Donc, question numéro 1, c'est quoi le nœud de mon histoire? Hein, donc, abstraire le nœud de son histoire, arriver avec une idée générale de son histoire. Pensez un peu à mon pitch d'ascenseur, mais donc le nœud, le cœur, le centre, appelons-le comme on veut, mais il faut le trouver. Une phrase, d'une certaine façon. Donc, je le disais avec c'est des Yéménites, des immigrants yéménites qui, par une erreur, se retrouvent catapultés en région profonde. On verra Chibougamau dans ce cas-là. Ben, ça changera peut-être, mais donc, une erreur amène parachute des immigrants frais et moulus en région profonde de Chibougamau. C'est le cœur, c'est la réponse, moi, à mon projet. Bon, dans le cas de Rocky, ça serait un boxeur de seconde zone en fin de carrière a une chance d'affronter le champion. C'est ça le cœur de l'histoire dans Rocky. Après ça, on peut développer, on peut avoir des idées, mais l'important, c'est d'avoir le cœur. Puis des fois, j'ai pitché des affaires, on peut pitcher avec vraiment pas grand-chose si on a ce cœur-là. Évidemment, c'est le fun d'arriver en pitch avec un peu des rebondissements, tout ça, mais la première étape, c'est vraiment de comprendre c'est quoi le cœur, le nœud de notre histoire. Deuxième question, c'est quoi le sujet de mon histoire? De quoi ça parle? Des fois, les réponses se chevauchent, des fois, les termes sont plus concrets, les termes sont plus abstraits, mais on doit le comprendre. C'est la réflexion qu'on doit faire sur notre projet, de quoi ça parle. C'est quoi mon sujet? Hein, dans le cas de Miyébénite à Chibougamau, ça parle d'immigration, évidemment. Ça parle d'immigration, mais donc de façon un peu plus humaine, de façon plus universelle. Donc, ça parle d'immigration, d'appartenance, de communauté. Est-ce qu'on peut retrouver une communauté? Est-ce qu'on peut accepter de nouveaux membres? Donc, je pose la question des deux côtés. Est-ce qu'on peut changer de communauté? Est-ce qu'on peut accepter du nouveau dans des communautés déjà établies? C'est ça, le sujet de les Yéménites à Chibougamau. Le sujet de Rocky, la rédemption, évidemment, le dépassement de soi. Bon, on est dans des thèmes un peu plus abstraits, mais je pense qu'on est là. Je pense que c'est l'essence de ce film-là qui est plus, philo-pop, psycho-pop un peu, mais c'est cette idée-là. Donc, est-ce qu'on croit aux deuxièmes chances? Est-ce qu'on peut profiter des deuxièmes chances dans la vie? Est-ce qu'il est trop tard pour changer? Est-ce qu'il est trop tard pour bien faire? Etc. Mais c'est ça le sujet de Rocky, en un mot, d'un côté. Bon, l'immigration pour Yéménite, la rédemption pour Rocky. Donc, il faut y arriver, c'est comme un exercice d'abstraction. Il ne faut pas en avoir deux ou trois, mais en général, il faut être conscient. Donc, c'est quoi? À la fois le nœud de notre histoire, c'est quoi le nœud de notre sujet? De quoi ça parle? Troisième élément, celui-là est plus de réflexion, mais aussi de recherche. Qu'est-ce qui distingue et singularise? Qu'est-ce qui rend mon idée unique, d'une certaine façon, par rapport aux autres productions qui pouvaient avoir ce sujet-là ou aux productions actuelles? Donc là, je vais le faire en deux temps. Pour moi, il y a une sous-catégorie dans celle-là, mais donc, gardons ça. 3, qu'est-ce qui singularise mon film? Qu'est-ce qui distingue mon film des autres films? Donc, des autres films qui ont le même sujet et des films qui sortent en ce moment, par exemple. Donc, là, je le dirais, donc, par rapport à mes Yéménites à Chibougamau, dans un cas de série, je dis, il n'y a pas de série qui monte ça. En télé québécoise, j'arrive avec ça, ça n'existe pas en ce moment. Ça n'existe pas en ce moment, et déjà, donc j'ai déjà ma réponse. Et par rapport à d'autres séries, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait sur ce mode-là, mais en même temps, on reconnaît, je peux avoir des références, je reviendrai à ça. Qu'est-ce qui singularise ma série? Ça revient aussi au twist que j'avais. Donc, ça n'existe pas en ce moment en télé québécoise et c'est basé sur un twist qui va permettre de rejoindre un grand public avec cette nouveauté-là. Donc, la question,
trouve sa réponse. Avec Rocky, ben, tu sais, qu'est-ce qui distinguait, là c'est intéressant, qu'est-ce qui distinguait Rocky à l'époque? Ben, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu des drames sortis. Dans ce cas-là, c'est intéressant parce que c'est plus par rapport à la production actuelle. Moi, si j'avais eu à pitcher Rocky à l'école, à l'époque, je pense que c'est comme ça que ça a dû être pitché, c'est que c'était à une époque, bon, Rocky, au départ, c'est un pèteux de jambes pour la mafia, tu sais, qui va avoir une chance au championnat. Mais ce qui est intéressant de Rocky, qui est bon tourné dans les années 70, à une époque où le cinéma américain, quand même, tu sais, dans une espèce de nouvelle vague américaine, mais souvent très, très sombre, réaliste, tout ça, c'est que Rocky prend ça, par rapport aux productions de son époque, prend une prémisse qui aurait pu être celle d'un film de Scorsese, par exemple. Donc, vraiment un petit pète de jambe, un petit intimidateur pour la mafia qui a une chance au championnat là, par hasard. Mais finalement, ce qui est intéressant, comme tu l'aurais pitché, c'est que finalement, à partir de là, c'est un film très, très à l'ancienne, même déjà pour son époque, c'est-à-dire d'une part par un peu son tour de passe-passe, qui appartiendrait plus à un film des années 50, là, par un tour du destin. Le champion, par hasard, décide de donner sa chance à un perdant, un toqueur, un boxeur quelconque. Donc, ça appartient plus au cinéma des années 40-50. J'avais le budget, il y a un petit côté old school au milieu de ça. Et il y a un côté non seulement old school au-dessus de ça, mais c'est un feel-good movie adapté à son époque. Donc, à une époque, on est vraiment dans du gros drame social, du gros drame criminel, souvent très, très la drogue, les tensions raciales, ça fait partie de Rocky aussi, les tensions raciales dans le cinéma, le crime, tensions politiques aussi. Puis à une époque où le cinéma est quand même très, très sombre, mais tu dis, ben, on a un film qui a, en apparence, s'inscrit dans cette logique-là, mais qui pour l'époque est très, très, très optimiste, très feel good. C'est un feel good movie, Rocky, comme je le disais. Donc, c'est ça, sa singularité à l'époque, et c'est comme ça que je l'aurais pitché. Et j'aurais eu raison, parce que c'est ça qui en a fait un très grand succès et un film marquant, j'imagine. Donc, réfléchir à cette question-là, bon, qui est déjà double, j'allume, donc qui est à la fois donc, par rapport aux autres films, aux autres séries. Donc, qu'est-ce qui fait que ce que je propose là a quelque chose d'intéressant aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ce film-là, ça dépend du genre de film, là, et qu'est-ce qui fait que ce film-là se distingue de ses antécédents. Et donc là, ça implique d'aller faire ses recherches. Je disais, c'est l'aspect pas juste réflexion, mais l'aspect recherche dans ce cas-là. Ben là, c'est ça. Si je faisais un film de boxe aujourd'hui, la question, ce serait comment ça se distingue de Rocky et des 28 films de boxe que j'ai vus depuis le milieu des années 70, évidemment. Bon, donc, distinction par rapport à la tradition, distinction par rapport à l'originalité, par rapport au contexte actuel. Qu'est-ce qui existe en ce moment? Qu'est-ce qui fait que mon film a sa pertinence et son originalité maintenant? Et là où je dis, c'est presque le contraire, mais à la fois, ça fait partie pour moi de la même question, c'est-à-dire une petite réflexion qui implique la recherche que vous avez à faire aussi. Il y a un mot que j'aime beaucoup, là, je dis, donc d'être conscient aussi au moment d'arriver en pitch. Donc, demandez-vous qui vous voulez émuler. Émuler, j'aime bien dire, on ne veut pas dire imiter, on ne veut pas dire, émuler, c'est intéressant parce que c'est comme s'inspirer de quelqu'un pour idéalement le dépasser. Je pense qu'en création, c'est toujours ce qu'on essaie de faire. Donc, quand je parle d'originalité, c'est-à-dire l'originalité qui ne connaît pas ses sources, elle n'est pas intéressante. L'idée d'émulation, elle est intéressante parce qu'elle implique, puis vous avez besoin de ça en pitch. Donc, c'est qui vous voulez émuler, ça veut dire c'est qui vos inspirations. Et là, ce n'est pas nécessairement lié au sujet, c'est-à-dire ça peut être lié à la fois au genre. Donc, je veux faire un roman, je veux faire un film policier, donc c'est quoi mes modèles d'une certaine façon? Et tout en répondant à cette question-là, comment justement je m'en distinguer, mais de quoi je m'inspire aussi. Et donc là, c'est important d'une certaine façon pour comprendre l'originalité d'un film, d'un projet par rapport à son époque et par rapport au genre, au sujet, au thème qu'il traite, ben, il faut comprendre aussi ses sources. C'est un faux paradoxe parce que dans le fond, c'est juste logique quand on y pense, là.
Mais bon, ça implique et ça doit influencer un peu aussi votre façon de travailler d'une certaine façon. Ce que je veux dire par là, ben, c'est ça. Si vous travaillez sur, par exemple, un film d'horreur, ben là, ça implique de savoir qu'est-ce qui s'est fait récemment. Donc, c'est quoi? Faites une histoire de petite fille possédée. OK, donc, comme l'exorcisme, moi, si je suis un producteur. Donc, oui, mais pas vraiment comme l'exorcisme. OK, mais comment? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il faut les avoir vus. Il faut connaître l'existence des objets à laquelle notre idée risque de renvoyer assez pour à la fois rassurer les gens. Tu sais, des fois, ça peut toujours être bon. J'essaie de le dire plus simplement. Je veux dire, pour arriver en pitch, il faut à la fois comprendre la singularité de notre film par rapport aux autres films et montrer qu'on connaît assez bien la tradition dans laquelle on s'inscrit ou le filon dans lequel on s'inscrit pour être garant de cette originalité et de cette pertinence-là. Et donc, là, ça, c'est important parce que des fois, les gens vont faire l'erreur, tu sais, vont faire l'erreur de penser que, d'une certaine façon, ne pas savoir est garant d'originalité, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, ça, il faut vraiment se mettre ça en tête. Là, je reviens sur ce que je disais, mais c'est sûr que si vous voulez faire un film avec, un film d'horreur, si vous voulez faire un film qui traite d'un sujet X, un film bon, sur comment dire, la corruption en politique, ben, là, ça implique un corpus. Parce que moi, comme interlocuteur, je dis OK, là, donc, par rapport aux autres films qui ont parlé de ça, c'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qui est intéressant pour vous? Et la réponse, ça peut être de différentes façons. La réponse, ça peut jouer sur, ben, souvent, ces films-là sont des drames, moi, je vais en faire une comédie. C'était déjà un élément. Souvent, ces films, bon, il y a toutes sortes de raisons, là, je ne veux pas sortir des exemples de mon chapeau, mais ce qui est très, très important en 3 de comprendre, c'est vraiment que pour être bien prêt à un pitch, il va être en contrôle de la place de notre proposition à l'intérieur d'un ensemble culturel. Donc, si vous inscrivez dans un genre, si vous traitez d'un thème, des thèmes qui n'ont jamais été traités en fiction, ça n'existe pas. Ou presque. Des idées, des fois, vous allez avoir une idée originale, il faut déjà vérifier qu'elle l'est, parce que des fois, on n'a pas tous les films, on va se rendre compte, ah ben, finalement, il y a quelque chose qui ressemble pas mal. Donc, il y a toute une recherche à faire pour dire, OK, où se place, où dans la constellation culturelle dans laquelle je crée, depuis laquelle je m'exprime, se situe mon idée. Et à partir de là, comment je peux garantir, ou en tout cas proposer, défendre l'originalité, la singularité de mon idée. Donc, vraiment, ces 3 questions-là, je résume. Le nœud de mon histoire, mon sujet et l'originalité en contexte de mon film. Qu'est-ce qui distingue et singularise mon concept des films, des autres productions culturelles qui avaient soit un concept semblable ou soit qui adressaient des questions, des thèmes, des personnages de même nature. Et donc, si vous prenez votre projet puis vous posez ces 3 questions-là, les 3 questions que je posais tout à l'heure, vous allez être en train d'avancer de plus en plus vers la bonne définition de votre concept. Et pour moi, c'est la première étape. La deuxième étape que je vais adresser donc, dans la prochaine, je ne sais pas si je vais diviser en 2 ou si je vais les faire ensemble, mais là, c'est la nature particulière, la nature matérielle de votre pitch, donc la question du format, finalement. Donc, on va regarder à la base, là, je vais adresser tout, donc la nature, le télévisuel et le cinématographique. Je vais parler du web un peu à côté, là, mais donc, vous avez envoyé, je vous les renverrai pour être sûr que vous les ayez, mais les 2 exemples de documents, donc dans la prochaine capsule, on va regarder ces éléments-là et comment vraiment préparer son pitch en fonction, une fois qu'on a répondu aux questions dans la capsule d'aujourd'hui, donc une fois qu'on a défini son concept, comment on en adapte la présentation à une industrie
particulière. Donc, ça fera l'objet de la prochaine capsule. À tout de suite.